Bonjour à toutes et à tous dans ce 81e épisode du Dreamcast Show, donc bienvenue à nos amis du Tarn et d'Albi qui nous écoutent dans le 80. Aujourd'hui on va parler des Memphis Grizzlies et de leur début de saison assez intrigant, plutôt intéressant, que Baptiste a énormément aimé suivre et il m'a un petit peu embarqué sur le sujet. Donc aujourd'hui on va parler de Ja Morant et sa bande et comment ils réussissent un début de saison canon et on va un peu détailler leur manière d'aborder le jeu sur le terrain. Donc bienvenue à tous sur le Dreamcast Show, si c'est votre première fois, bienvenue encore plus, entre guillemets, et je vous souhaite une bonne écoute, une belle journée, et on est parti tout de suite avec Baptiste. Bonjour, Baptiste, comment vas-tu ? Bonjour Azad, écoute, je vais très bien, tout va pour le mieux. Et toi, comment tu vas en ce mercredi 13 novembre au moment où on tourne? Ça va, je subis toujours la vie, entre guillemets, entre la formation, le fait d'être à Paris, Mm. et de Toujours pas au devoir chômage? toujours, non, là, toujours au chômage, disons, fiscalement parlant, mais vu que je suis en formation, j'ai pas l'avantage d'avoir le temps d'un chômeur, entre guillemets, contrairement à avant. Du coup, là, ouais, ça enchaîne un peu la formation. Ce matin, c'était réveil 6 heures pour regarder un match des Celtics sur un parquet vert pour pouvoir écrire un article dessus avant de commencer la formation. Enfin, vraiment, on passe de super moments. En plus, voilà, on se balade en vélo, donc c'est cool. Je vais de Porte de la Chapelle à Belleville, donc c'est vraiment des super paysages que je découvre tous les matins sur mon vélo et je me caille Hein. pas du tout le cul de froid non plus. Donc voilà, franchement, on passe une super période en ce moment. Voilà, je souhaite à tout le monde de vivre la même chose. Donc voilà. Mais aujourd'hui, super moment parce que on parle des Grizzlies ce midi et ce soir, je vais au match du Paris Basket avec FD pour la 3e semaine d'affilée. Donc voilà, on passe quand même malgré tout de bons moments grâce à la balle orange. Pour aller voir Nadir Ifi, entre autres, mais il joue au Paris Basket, hein, rassure-moi, je me trompe Ouais, pas. la fierté de l'Est français, hein, dans tous les cas, c'est à peu près. Non, vous avez eu Franck Ntilikina aussi qui avait fait une belle percée. Ouais, belle Mais ouais, carrière. On a belle aussi carrière. M. Pokora qui est le propriétaire de la SIG désormais. Hmm, Donc super, un super, super. palmarès, absolument, qui rend absolument toutes les autres régions de France jalouses. Et d'ailleurs, comment on va faire, Azad, quand on va dépasser par exemple, quand on sera au 100e épisode, qui est-ce que tu salueras? Quel département? Comment tu vas faire pour saluer les départements à ce moment-là? Je sais Je sais pas pas, mais trop. Quand on va arriver faudra. dans les 975, on pourra saluer les dom-toms. Mais, mais en attendant, je sais pas. Il va falloir que je trouve des petites refs pour les. Bon, je devrais trouver, hein. Vu que ma vie est un Hmm, tableur Excel, je devrais trouver deux, trois hmm. chiffres à citer pour les prochains numéros aussi. Il y a pas de Faudra souci. se réinventer, ouais. Faudra se Il faudra se réinventer. réinventer un jour. Puis même un jour, genre, ouais, c'est sûr, faudra se réinventer, se mettre à regarder des matchs, sortir un peu de tout ça, quoi. Mais Hmm. c'est pas pour aujourd'hui. Non. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une belle équipe quand même, hein. D'une belle équipe de basket. Ouais. Une équipe, est-ce qu'on peut le dire, une équipe un peu chouchou, du Dreamcast Show. Bah, alors, ce serait mentir que dire que je les ai beaucoup regardés depuis le début de saison, en mon cas. Mais ça fait clairement partie des équipes qui sont intrigantes parce qu'il y a un plan de jeu qui est un peu différent. La star est assez unique dans l'approche et la manière dont elle crée, entre guillemets. Il y a des profils très atypiques. Il y a un rythme de jeu qui est très intéressant. Donc, une équipe chouchou parce qu'en réalité, elle casse un peu les codes habituels du basket moderne, même si en réalité, le basket moderne est en constante évolution. Mais bon, en plus, il y a le meilleur défenseur extérieur de la ligue, donc clairement, c'est une équipe chouchou de Du coup, base. toi, t'es du genre à dire que Jalen Wells, rookie, il est déjà dans les meilleurs défenseurs extérieurs de NBA. C'est Ok. Baptiste, je peux raccrocher et te le laisser faire tout seul. Ok. Ah, pardon, tu parlais de quelqu'un d'autre du coup. Oui, Tu oui, parlais de oui, quelqu'un d'autre, c'est oui, ça? exactement. Marcus Smart. Je sais, j'ai vu deux, trois stats passer sur les performances de Smart du début de saison. Je pense qu'il est encore en période d'adaptation, mais tu pourras nous en dire un mot un peu plus si tu as eu l'occasion d'analyser ça.
Bah, il joue plus trop là, hein. Il est blessé, donc Ah il là est là, un peu c'est sur le terrible. flanc. Mais Tous les joueurs que Boston ils finissent par échanger, ils deviennent blessés et les mecs que Boston récupère en contrepartie, ils surperforment. il C'est se blesse vraiment plus, ouais. genre, ils ont vendu leur âme au diable. Mais bon. Écoute, on va rester sur Memphis. Et moi, il y a un premier truc que j'ai vu avec Memphis, c'est qu'en réalité, le niveau de jeu, peut-être que les gens en parlent pas beaucoup pour l'instant de Memphis, Ouais. parce que t'as 7 victoires pour 4 défaites. Du coup, tu dis, bon, bah voilà, c'est une équipe qui gagne à peu près ses matchs, mais t'as pas non plus, tu vois, c'est pas la domination, par exemple, qu'a un Golden State avec 9 victoires et 2 défaites. Mais en fait, quand tu regardes le net rating, bah Memphis, ils ont un meilleur net rating que Golden State. En fait, ils ont un niveau de jeu qui a l'air quand même très bon sur le papier et ils sont bah du coup top 5 attaque et top 5 défense depuis le début de la saison. Donc, voilà, il y a la variance qui rentre en jeu, on sait très bien Mm. que c'est encore un échantillon qui est très petit, mais quand on évalue ces stats qui mesurent la performance, ils performent peut-être plus qu'attendu, mais en tout cas, le net rating indique que l'équipe est vraiment très bonne. Et en plus, c'est en attaque et en défense. Moi, j'avoue que j'avais peut-être un peu plus de doutes sur l'attaque. Je me suis dit que défensivement, ça tiendrait autour, dans tous les cas, de Jaren Jackson Jr. Donc ça, j'avais pas trop de doutes là-dessus. Je me disais que la défense serait dans tous les cas assez solide avec pas mal de minutes de Jaren Jackson Jr. s'il n'était pas blessé. Mais moi, c'est l'attaque qui m'intrigue. Et je trouve que il y a une vraie patte du peu que j'ai regardé. Il y a tu sens une vraie identité de jeu qui est vraiment développée autour du retour de Ja Morant et autour de tous ces joueurs un petit peu, bah, ces anciens two-way contracts qui deviennent des titulaires NBA. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur l'approche offensive des Grizzlies depuis le début de saison? Ouais, alors déjà, je pense qu'il y a aussi le fait, juste pour revenir un peu sur pourquoi on Ouais. parle pas beaucoup de Memphis, mais Mhm. aussi le fait que le calendrier, même les victoires, sont pas très impressionnantes, entre guillemets, parce qu'il y a le Jazz. Alors, il y a celle contre le Oui. Magic, et en tout début de saison, où il y avait Banchero encore, il y avait un peu Ouais. toutes les squads du Magic qui est assez impressionnante parce que il les gifle, quoi, il les gifle. Et match incroyable de Santi Aldama, mais après, tu vois, c'est Milwaukee, qui est pas l'équipe la plus impressionnante du début de saison. Les Sixers, il n'y avait pas Embiid ni Paul George. Les Lakers, il n'y avait pas Anthony Davis. Et là, récemment, c'est Washington et Portland. Donc, mine de rien, c'est un peu peut-être à relativiser ce net rating très très haut pour ce calendrier qui est peut-être un peu facile. Et en fait, on pourrait même se dire que ça pourrait être encore mieux parce que mine de rien, ils perdent 2 fois contre Brooklyn, une fois dans le Money Time, et ils perdent contre Chicago aussi dans le Money Time. Donc en fait, c'est un peu bizarre parce qu'il y a un côté où le calendrier a été très facile, mais d'un autre côté, ça pourrait être vraiment mieux au vu du fond de jeu qui est proposé. Et d'un autre côté encore, il y a les blessures. Et malgré les blessures, tu as un net rating de plus 10. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Et comme tu as dit, du coup, il y a le cinquième offensive rating. Et ce qui est cool sur le Dreamcast, c'est qu'on peut relier les épisodes entre eux. Mais ça rejoint un peu ce qu'on avait dit. Et je pense que le premier truc qui vraiment me saute aux yeux, c'est que c'est les mêmes Grizzlies que précédemment, Mm. c'est-à-dire que en attaque, il y a toujours ces points principes assez forts qu'on avait en 2022, en 2023, c'est-à-dire bah, premièrement, on joue énormément de transition. Et ce qui est impressionnant, c'est à quel point tout le monde joue de la transition. Évidemment, tu as Ja Morant qui en joue beaucoup, mais on en avait discuté, c'est l'équipe qui joue le plus en fréquence de transition, c'est-à-dire 26% de leur attaque, c'est de la transition. Ils jouent 31 possessions de transition par match. C'est absolument énorme. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est à quel point tous les profils jouent la transition, excepté Zakidi, en gros. Mais ce qui me frappe vraiment, c'est à quel point Jake Laravia, c'est un bon rebondeur et aussi un très bon joueur de transition, à quel point il peut accélérer le tempo, à quel point un Santi Aldama aussi peut le faire, à quel point un Scottie Pippen Junior peut le faire, etc. Et à quel point c'est vraiment une volonté collective, finalement, de jouer de la transition, parce que sur demi-terrain, c'est là où ça rejoint un peu ce qu'on avait les années précédentes, ça reste une attaque qui est pas du tout élite, qui est intéressante, je pense plus intéressante que les années précédentes,
et peut-être qu'on pourra rentrer dans le détail après, mais ça reste une attaque qui, pour l'instant, est 15e sur demi-terrain. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment, mais c'est quand même un peu le reflet d'une attaque qui est plutôt moyenne sur demi-terrain et qui arrive au global à être élite parce qu'ils prennent énormément de rebonds offensifs et on joue de manière très agressive le rebond offensif et on arrive à jouer beaucoup de transitions aussi. Donc au final c'est un peu comme ça, je pense que les Grizzlies font leur beurre en attaque si on regarde un peu les grandes lignes, quoi. Mais en fait, il y a un truc aussi, je trouve, dans l'aspect collectif de l'attaque, c'est même l'aspect collectif de l'équipe parce que t'as aucun joueur à plus de 30 minutes. C'est assez ouf de voir à quel point les rotations je sais pas si à quel point c'est quelque chose qui est voulu ou c'est plus qu'ils sont en train un petit peu de choisir entre guillemets quel joueur va jouer, quel joueur va pas jouer, à quel point ils se battent aussi avec les blessures, mais t'as aucun joueur qui joue plus de 30 minutes par match. Le joueur qui joue le plus, c'est Santi Aldama. Ensuite, il y a Ja Morant et Jaren Jackson. Donc, et Desmond Bane. Donc, mais il y a même un truc autour des trois, entre guillemets, stars de l'équipe. Elles sont pas surutilisées. Ça vient aussi du fait que ils ont dominé dans les victoires qu'ils ont eues. Et là, les minutages que je regarde, c'est les minutages sans garbage time. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait moins de minutes compétitives jouées. Mais il y a un vrai collectif qui est mis en place autour de Ja Morant qui un petit peu insuffle du coup cette vraie volonté d'aller vers l'avant rapidement. Et on retrouve justement, bah, comme tu disais, ce qu'on en avait déjà parlé dans un épisode, la volonté un peu collective de plusieurs équipes NBA d'aller de plus en plus vite sur une fois qu'on est sur le terrain, une fois qu'on a le ballon en main, et justement combler par ce manque de qualité un petit peu sur demi-terrain. Mais du coup, une fois qu'ils sont sur demi-terrain, euh, il y a quand même quelques problèmes de spacing parce que du coup, on a quand même pas que des shooters élites. Et c'est là où ils ont réussi aussi, je trouve, à ajouter un peu des twists parce que ils ont un pivot qui est assez unique en son genre, qui est Zach Edey, qui a une façon de jouer qui est très particulière. Et au lieu de le mettre en backup ou d'avoir comme backup de ce pivot-là, qui est un pivot plus traditionnel, l'autre pivot, entre guillemets, ça va être Jay Huff, qu'ils ont signé du coup sur un contrat garanti, qui lui aussi est un autre pivot qui est Très assez atypique. très atypique. Et c'est un peu le truc de genre, plutôt que chercher la normalité derrière un profil atypique, on va plutôt renverser la tendance parce que du coup, c'est pas un profil qui est à l'opposé parce que il y a un peu de défense quand même du côté de JF, mais au niveau du profil offensif, il y a vraiment rien à voir l'un et l'autre. Ouais, bah complètement. Et je pense que. Alors, il y avait aussi sur le début, je crois que les premiers matchs, ils ont joué beaucoup de matchs en très peu de temps. Et donc, il y avait un peu, si je dis pas de bêtises, Tyler Jenkins qui a essayé de minimiser enfin, de protéger les corps au maximum, j'ai envie de dire. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, ouais, il y a en fait et même on pourra peut-être y revenir, mais il y a une diversité de profils qui est assez intéressante parce que tu as même Brandon Clark sur un poste 5 qui est un peu plus, on va dire, rim runner et tu peux plus faire du switch avec lui défensivement. Et tu as aussi l'option Santi Aldama, Jaren Jackson Jr. qui est la raquette. Et Ouais. qui est même peut-être la plus intéressante. Alors, j'ai pas du tout les net ratings de line-up. De toute façon, sur le début de saison, ça vaut pas grand-chose. Mais c'est vrai que, bah, en fait, tu as énormément d'options tactiques. Et c'est un peu ce en quoi moi je comprenais la draft de Zach Edey. C'est-à-dire que, bah, en fait, tu prends un profil qui est complètement différent de ceux que tu avais dans l'effectif. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, sur les derniers matchs, bah, il y a deux choses avec Iji. C'est premièrement le jeu avec Ja Morant, je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. Dans le sens où le match contre les Lakers, le match contre les Bucks, tu sens vraiment qu'il y a un Ja Morant avec Zach Edey et sans Zach Edey. C'est-à-dire qu'avec Zach Edey, il va beaucoup plus. Alors, on l'a vu aussi, il y a le côté négatif où parfois tu as des problèmes de spacing et du coup il est obligé de prendre plus de tirs à 3 points. Mais tu as aussi le côté positif, je trouve, où il va beaucoup plus snake le pick and roll. Il va beaucoup plus en fait gérer son rythme pour essayer de créer le 2 contre 1 sur les pick and roll. C'est-à-dire que quand Ja Morant prend un écran de Zach Edey, déjà les écrans ils sont quand même
plutôt bon, plutôt massif. Donc ça crée de la séparation et au lieu d'aller directement au cercle très rapidement, je trouve qu'il y a Ja Morant qui s'adapte un peu et quand il est avec du coup Iggy, il va ralentir, mettre son défenseur dans le dos, gérer son rythme pour un peu forcer le 2 contre 1 et laisser le temps à Iggy de roll. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Et l'autre ajustement, je trouve, c'est que c'est de plus en plus stagger. C'est-à-dire qu'en fait, Zach Edey, c'est un profil assez particulier, comme tu l'as dit, mais qui, on va dire, pour tirer le maximum de sa valeur, eh ben, c'est la chose à faire, c'est de lui donner le plus de ballons possible, finalement. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il joue de plus en plus avec la seconde unit, et il a de plus en plus, en fait, tout simplement, de volume et de responsabilité quand il est sur le ballon, puisque c'est, on va dire, sans Ja Morant, encore plus quand Ja Morant s'est blessé. Mais si on regarde son usage sur les derniers matchs, et ben avant ces 3 derniers matchs, il n'avait jamais passé les 20%. Et sur les 3 derniers, il est à 21,4, 22,7 et 25% d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, ok, bah Iggy, on va le faire jouer quand même avec les titulaires de temps en temps, avec Ja Morant évidemment. Ou bon, sans Ja Morant en l'occurrence pour l'instant. Mais on va essayer de le maximiser et de le mettre face à des secondes units. Et ça va être notre source d'attaque avec le banc. Et en fait, ça nous permet d'avoir un peu une création qui est répartie sur plusieurs minutes et d'avoir vraiment un moteur offensif de bon niveau sur tout le match et pas sortir Ja Morant et Iggy en même temps. Et là, ta création, tu as un petit problème, d'autant plus avec les blessures de Smart et surtout Desmond Bane, quoi. Donc ouais, je trouve ça assez intéressant l'utilisation qui est faite de Zach Edey. Et même si je suis pas forcément fan du joueur ou quoi, je trouve ça très intéressant d'avoir cette variété de profils en fait avec J-Huff qui peut pick and pop, qui peut même être utilisé un peu plus au large. Et même sur les derniers matchs, sur celui contre Portland, tu remarques qu'en fait ils essayent presque d'utiliser Iggy en hub avec des systèmes vraiment plus des main à main, ou alors bah, lui on le sort de la raquette et va y avoir des cuts au panier. Bon, alors c'est pas encore parfait, il a perdu pas mal de ballons et il y a beaucoup de déchets. Mais ouais, je trouve ça intéressant, cette diversité du poste 5 chez les Grizzlies, quoi. Il y a un peu ce truc de quitte à le mettre sur le terrain, autant l'utiliser. Du coup, c'est vrai que l'avoir que sur le terrain quand il y a Ja Morant, par exemple, c'est un peu dommage parce qu'en réalité, il a un peu un rôle unidimensionnel quand il y a Ja Morant qui est à côté de lui. Donc, le faire jouer avec les remplaçants ou en tout cas dans d'autres dispositions, c'est un moyen un petit peu aussi d'essayer de tester le jus que tu peux extraire offensivement, bah, du coup, de son profil assez atypique parce qu'en réalité, il faut que ce soit autre chose que juste un rim runner. Sinon tu fais juste jouer Brandon Clark qui est du coup potentiellement un peu plus doué là-dessus. Et du coup, lui offrir des positions au post-up, c'est un peu plus difficile parfois avec un plus mauvais spacing ou avec des joueurs un peu moins dynamiques off-ball. Même si Ja Morant, de plus en plus, je trouve il sait se rendre disponible off-ball. Et en plus, Jenkins sait bien le mettre dans ces situations, bah, du coup, un petit peu de blind pig, où ils utilisent un peu le fait que les défenses soient très agressives sur Ja Morant quand il a pas le ballon, où ils le deny beaucoup pour éviter qu'il le reçoive. Il y a beaucoup de situations où justement ils le mettent en mouvement un petit peu à côté d'un intérieur de post-up qui peut justement envoyer la balle. Donc, il y a des aspects de Zach Edey où tu te dis vaut mieux qu'il soit pas à côté de Ja Morant, et il y a aussi une certaine synergie qui est possible entre les deux. Du coup, je trouve que c'est bien d'avoir un peu cette balance de moments où ils sont tous les deux et les moments où ils ne le sont pas. Mm. Et je pense que c'est ça aussi qui est hyper intéressant avec cet effectif, c'est qu'il y a énormément de pièces qui peuvent fitter les unes avec les autres. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver un peu le bon équilibre défensif et offensif. Il y a vraiment énormément de force en présence, entre guillemets. Ce qui est même un peu déroutant, si tu te dis, est-ce que va y avoir une vraie hiérarchie à un moment qui va être développée, ou est-ce qu'on va rester un petit peu dans cette approche un peu communiste du basket, entre guillemets. Non, mais c'est vrai, avec un petit Oui, peu oui. partage des ressources très poussé. Ce qui est intéressant, c'est que t'as quand même par contre deux mecs qui un peu ont assumé un gros volume à la création pour les autres. T'as Ja Morant qui est en train d'exploser son assist percentage avec 47%. Donc en gros, il a un ratio de usage, un ratio de playmaking qui est à 1,25, qui est c'est absolument énorme. Et l'autre joueur qui est très orienté vers la passe, qu'on n'a pas encore trop mentionné, c'est Scottie Pippen Jr. Et je trouve que c'est encore une fois les Grizzlies qui ont réussi à faire d'un joueur qui arrivait pas à se poser quelque part, un journeyman qui enchaînait les two-way contracts,
Et ben non, ils en ont fait un joueur qui n'était pas parti pour être une, enfin, un joueur de rotation. Ils en ont fait un dû aux blessures, mais aussi dû à une capacité d'arriver à faire briller les pièces en présence. Est-ce que toi, tu pourrais un peu, pour les gens qui n'ont pas regardé Memphis trop pour l'instant Mhm. et qui savent pas qui est le fils de Scottie Pippen, tu pourrais un peu expliquer comment il joue et comment il est utilisé justement du côté des Grizzlies? Ouais, ouais, bah tout à fait. Alors c'est un meneur de jeu, du coup, comme vous l'avez compris, qui est assez petit en taille, et il fait 6'1", mais qui est assez, donc 1m85, en fait il fait la taille de Bronson, et c'est un peu le morphotype de Bronson, donc c'est vraiment un petit meneur, mais assez costaud. Et ce qui est intéressant, c'est déjà, et je pense que ça, c'est quelque chose qui a dans son profil depuis finalement enfin assez longtemps, entre guillemets. Mais je me souviens je crois qu'il avait fait quoi, une Summer League avec les Lakers, et avant il était à Vanderbilt, il me semble. Et qui a toujours été un bon shooter en tout cas. Et je pense que ça, c'est le truc qui est déjà pas mal, c'est que le fait qu'il y ait cette valeur du shoot pour, on va dire, lui permet en fait de jouer déjà avec Ja Morant aussi quand les deux sont ensemble. Donc il a un très bon shoot, et ce qui est intéressant, c'est moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est finalement c'est déjà de un à quel point il est aussi il rentre un peu dans ce moule de playmaker de transition, capable de jouer de la transition comme à peu près tous les joueurs de Memphis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est son passing qui est un peu, enfin, c'est un peu cliché de dire ça parce que c'est les mêmes morphotypes. Il jouait avant à Memphis aussi, mais un peu à la Tyus Jones, c'est-à-dire, je crois que c'est ce que Guillaume avait dit dans l'hebdo que j'avais fait avec lui, mais c'est pas forcément un passeur d'élite, mais c'est un passeur qui est, en fait, c'est un joueur qui est quasiment perpétuellement en mouvement, et qui est vraiment ce connecteur de je vais me mettre dans la ligne de passe, s'il y a une zone, je vais me mettre dans l'intervalle, je peux s'il y a une double team, je vais juste me décaler pour que celui qui subit la double team peut me servir. Et en vrai, ce qui est aussi intéressant avec lui, et on peut en parler, ce que j'aime bien avec tous les guards à Memphis, et c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu précédemment, mais qu'on avait vu avec Marcus Smart, qu'on avait vu avec Desmond Bane quand il était là, et qu'on a même vu aussi avec Ja Morant, c'est les pick and roll inversés en fait. Et Scottie Pippen, il rentre parfaitement là-dedans, c'est-à-dire que vu qu'il est quand même un minimum costaud, il peut être un poseur d'écran qui, après, sur le roll, si par exemple on imagine que c'est Ja Morant le porteur de balle et qu'on trappe Ja Morant, et ben lui il va être très bon sur ce passing en mouvement, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup il peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire il peut être le porteur de balle et on a Ja Morant qui est en poseur d'écran, et ça c'est vraiment Et une ça, j'adore. utilisation, ouais, Moi, une j'adore. utilisation Ah, ouais, que j'adore, un peu le truc qu'on n'a jamais vu avec Westbrook, quoi, tu vois. ouais, ouais, bah, parce que c'était peut-être pas non plus trop possible. Peut-être qu'il y avait pas. Bon, après, ouais, peut-être Reggie Jackson, Russell Westbrook, ça aurait pu marcher, mais je pense qu'il y avait peut-être pas la même philosophie de basket chez les deux joueurs non plus. Mais clairement, Ja Morant comme poseur d'écran, moi j'ai le rappel d'une action l'année dernière avec Santi Aldama, je crois qu'en porteur de balle, et Ja Morant qui part, qui fait le porteur, qui fait le roll en fait, qui pose le pic et qui part au roll et avec un alley-oop, et tu te dis mais en fait il a la verticalité, le mouvement et la Ouais. possibilité d'attirer les défenses comme ça. Et je pense que c'est un joueur que son mouvement off-ball et sa compréhension du terrain et de l'espace est un peu sous-estimé parce qu'on le voit beaucoup avec le ballon. Mais vraiment, il y a énormément de séquences aussi où du coup, bah, avec Steven Adams à l'époque, mais maintenant il peut le faire aussi avec Brandon Clark, avec Zach Edey, où il bouge très bien loin du ballon parce qu'il sait où les défenseurs vont se placer pour lui refuser justement l'accès au ballon. C'est un joueur qui est très complet et c'est vraiment un générateur d'attaque, un créateur de chaos. Mm. Encore une fois, tu regardes juste le chiffre purement de scoring, il est moins efficace que la moyenne ou au niveau de la moyenne en vrai, mais c'est pas ça qui fait sa force. Et du coup, c'est encore un profil hyper intéressant et c'est cool de voir qu'ils ont trouvé un peu un profil complémentaire comme meneur avec Scottie Pippen Jr. à mettre à côté de lui. Moi, j'aime beaucoup ces meneurs qui sont pass first, mais qui n'ont pas besoin d'avoir le ballon collé aux mains pour générer, pour apporter ce qu'ils Mm. apportent. Tu vois, un peu TJ McConnell, c'est un peu ça aussi.
la science du mouvement off-ball fait que c'est un meneur pass first, mais c'est pas un meneur pass first qui va, entre guillemets, prendre en otage le ballon jusqu'à qu'il fasse sa passe. Il peut être pass first sans avoir le ballon constamment dans les mains. Donc c'est vraiment, voilà, ce qu'on appelle les connecteurs. Donc c'est cool de voir qu'ils ont trouvé un profil comme ça. Et en fait, ils ont pas mal de connecteurs. Et ils ont aussi, bah, Jaren Jackson Jr., c'est pas du tout un connecteur, mais du coup, lui en attaque, ça va être un finisseur. Et je trouve qu'ils ont aussi ces profils-là qui peuvent finir les actions avec bon, Luke Kennard, du coup, qui a pas beaucoup joué, mais avec Zach Edey, Brandon Clark, Jaren Jackson. Il y a vraiment ces profils de connecteurs qui viennent en amont avec Aldama, Bane, Pippen, et t'as aussi des profils de finisseurs. Mais du coup, Jaren Jackson Jr., son rôle, il avait pas mal évolué l'année dernière avec du coup la saison un peu de tanking. Là, on voit que les chiffres ont rebasculé un peu à l'inverse. Il y a moins de création, du coup plus efficace, moins de passing. C'est quoi un petit peu la nouvelle version de Jaren Jackson Jr. du coup depuis le retour de Ja Morant? Qu'est-ce qui a changé ou est-ce qu'on est juste revenu à la version qu'on avait en fait en 2022-2023? Bah, pour moi, on est un peu revenu à ce qu'on était, quoi. On est un peu Ok, il revenu n'y à a ce pas qu'on un était. croisement entre ce Il qui y a a un peu ce été... croisement, Ok, mais tu vois, je dirais qu'on est plus revenu sur l'année 2023 que sur l'année 2024, tu vois. ok. Mais quand même, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il est pas beaucoup assisté, mine de rien. Si on regarde les stats, je crois qu'il est... Voilà, ok, je l'ai. Il est à 56% de paniers assistés. C'est Hmm. encore moins, en fait, que l'année dernière. L'année dernière, il était à 59%. C'est rien pour un intérieur en vrai. C'est 93e centile Ok. pour un intérieur. Et en fait, ce qui est intéressant, moi je trouve déjà, bon, on pourra peut-être basculer après, mais le niveau défensif qu'il a, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Et ce que j'aime beaucoup, enfin ce que je trouve intéressant comparé à 2022-23, c'est un peu la création, mine de rien, sur on va dire deux choses qui sont un peu mêlées, mais en gros le push shot, un peu le short mi-distance, le flotteur, que je trouve on l'a beaucoup vu l'utiliser l'année dernière. Et en fait, cette année, il continue à l'utiliser énormément. Et un peu cette zone intermédiaire où il peut du coup quand même utiliser pas mal de post-up, utiliser pas mal de face-up ou de post-up, quoi. Et il est très très bon là-dessus. Et ça c'est un peu ce qui est resté de l'année dernière, je trouve. C'est vraiment cette zone intermédiaire qui, encore une fois, quand il a un bon spacing, ça lui permet d'être utilisé en créateur aussi quand il n'y a pas de Ja Morant. Donc ça permet encore d'avoir une autre source d'attaque qui, pour l'instant, est intéressante. Mais je demande à voir. Pour moi, ça reste quand même aujourd'hui un joueur qui, en fait, voilà. Si je devais le résumer, ce serait le niveau défensif qui a toujours été là. Et en attaque, il y a le shoot qui, je pense, est là parce qu'il y a toujours eu un bon toucher de balle. Et en plus, il y a un peu de création de post-up et un peu d'autocréation sur du post-up ou face-up pour Jaren Jackson Jr. qui peut servir sur certaines situations, quoi. Ok, ouais, c'est un peu, on arrive quand même, malgré tout, un peu à un croisement des deux chemins, mais on est plus revenu vers une version plus 2022-2023, ce qui est du coup pas plus mal, je pense, dans un collectif, parce que du coup, la version de l'année dernière était très bien pour des crash tests et le développement, mais plus difficile à mettre dans une bonne attaque et une synergie collective. Dernière petite question avant de passer passer sur la défense. Desmond Bane, on n'en a pas parlé encore depuis le début de la vidéo, le début du podcast. Lui aussi, l'année dernière, il était un peu, du coup, une nouvelle version de lui-même. Est-ce que cette saison, on est quoi? On est retombé sur 2022-2023 ou on est aussi un petit peu comme Jaren Jackson Jr. à la croisée des chemins entre la version plus créative, enfin pas plus créative dans le sens où le mec il s'est acheté Paint, mais dans le sens où dans le sens où le mec avait plus de création l'année dernière, ou est-ce que du coup on est retombé sur une version plus assistée? C'est quoi un petit peu la version 2024-2025 de Desmond Bane sur les quelques minutes qu'il a joué, parce qu'en réalité il a joué que 5 matchs. Le joueur ultime. C'est pas Non, le joueur ultime, si l'envergure ça compte pas, oui, si on peut, franchement non, mais ça. le role player
le role player ultime, entre guillemets. Moi, ce que je trouve intéressant, et en vrai, ce qui est cool avec ces Grizzlies, c'est, je trouve que même Jamorant, pardon, même Jamorant et Desmond Bain, quand ils ont joué à un super niveau défensif, surtout off-ball. Alors ça leur arrive évidemment toujours de se faire cibler on-ball, mais je trouve que off-ball, j'ai trouvé les deux plutôt concernés et plutôt enfin, avec très peu d'oublis off-ball qui peuvent un peu casser la défense. Donc ça, j'ai trouvé ça cool, mais ce qui est intéressant avec Desmond Bain, c'est ce que toi t'avais dit un peu dans la vidéo, mais c'est un peu en fait la synergie qu'il a avec Jamorant et à quel point en fait sa simple présence permet de mettre en place des actions sur le côté faible et de faire en fait ce que Memphis fait beaucoup, fait des decoys, c'est-à-dire faire des feintes où on va avoir par exemple un jeu avec deux écrans pour Desmond Bain côté faible et ce qui permet en fait de monopoliser l'attention de trois défenseurs et du coup de libérer tout le côté fort au pick and roll de Jamorant ou de choses comme ça. Et du coup, on est un peu, encore une fois, c'est un peu, j'ai l'impression avec ces Grizzlies que c'est un peu le meilleur des mondes aussi pour chacun de ces joueurs. Dans le sens où Desmond Bain, t'as quand même un peu de création encore. Et c'est un passeur, je trouve, qui est devenu, notamment sur les attaques de close-out, il est capable de trouver des angles de passe, en fait, assez dingues. C'est pas un créateur de très très haut niveau qui va pas créer le décalage lui-même, parce que son handle est quand même assez, on va dire, classique. Et son premier pas est pas excellent, mais il a une telle gravité de shooter en fait que ça lui permet souvent d'attaquer des décalages et son passing est assez bon. Et comme dit, moi ce que j'ai beaucoup aimé un peu la nouveauté 2024, enfin 2024-25, c'est à quel point on le perd off-ball, on le met off-ball pour libérer Jamorant, mais aussi en fait on va le mettre on-ball pour jouer du pick and roll avec Jamorant au poseur d'écran, ou alors peut-être le truc préféré, mais qu'ils avaient beaucoup, beaucoup fait sur le premier match face au Jazz, notamment, mais le pick and roll inversé avec Desmond Bain, en fait, qui pose un ghost screen pour Jamorant. Et ça, quand il y a un bon spacing, en fait, ça ouvre un vrai casse-tête à la défense parce que, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les défenses, du coup, vont défendre vont défendre entre guillemets à 3 le pick and roll parce qu'il y a souvent un ou deux non-shooters à Memphis. Et quand il y a un bon spacing, du coup, on va dire entre guillemets sans Zach Edey, et ce pick and roll inversé avec Desmond Bain en poseur d'écran, moi je trouve que c'est une arme tactique qu'on voyait peu avant, mais qui est vraiment, vraiment assez létale, quoi. Oui, donc au final, on retrouve la version qu'on avait un petit peu avant, les quelques matchs en fait où Jamorant a joué l'année dernière et il y avait un peu ces idées de d'enchaîner des ghost screens et des decoy action parce que en réalité, le pouvoir d'attraction de Jamorant et Desmond Bain est tel que tu peux créer un peu une synergie entre ces deux planètes offensives dans l'univers des Memphis Grizzlies. Donc c'est franchement intéressant et vu que c'est bien coaché, c'est toujours très très stylé à regarder. Au niveau de la défense maintenant, tu nous as parlé un peu de Jaren Jackson Jr. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils font défensivement pour être aussi efficaces? Est-ce que c'est une défense qui va être plutôt agressive ou est-ce qu'on est plutôt sur une défense protectrice entre guillemets où ils font un peu leur beurre sur du coup protéger les bonnes zones de tir sans du coup créer trop de turnover et non plus trop protéger la faute? Ou est-ce que c'est vraiment une défense plutôt agressive où du coup on va avoir très peu de rebonds laissés à l'adversaire et énormément de pertes de balles un petit peu provoquées. Je suppose que si c'est une équipe qui va beaucoup en transition, il doit y avoir une vraie recherche un petit peu de la création de turnover. Ouais, alors je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve encore une fois que en fait c'est un peu le miroir de leur attaque, mais vu qu'ils ont des profils très différents, et défensivement, t'as des couvertures aussi et t'es capable de. Moi, c'est ça que j'adore, enfin, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit, mais c'est ça que j'adore en attaque et en défense, peut-être encore plus. C'est à quel point tu peux avoir, on va dire, des schémas très différents selon l'adversaire, quoi. T'as un peu cette idée de, ils sont disrupteurs un petit peu dans leur approche parce que ils ont énormément de capacité d'adaptation. Voilà, on m'a dit déjà, genre, ils ont aucun joueur qui joue de plus de 30 minutes par match. Ils ont plusieurs porteurs de balles potentiels, ils ont plusieurs connecteurs potentiels, ils ont plusieurs finisseurs potentiels en attaque. Et en défense, t'as un peu ce truc-là de, on peut
changer un petit peu les couvertures. Mais la vérité, c'est que cette chose, elle est possible parce que Jaren Jackson est sur le terrain. Si t'enlèves Jaren Jackson Jr., cette multitude de capacités défensives, cette capacité un petit peu à s'adapter, peu importe à la couverture, à l'adversaire, elle est hyper dépendante de Jaren Jackson Jr. Tu le fais pas avec Zach Edey, tu le fais pas avec Brandon Clark, tu le fais pas avec Santi Aldama, un petit peu comme intérieur. Enfin, je sais pas si, je trouve que quand même, la défense, à l'inverse de l'attaque, elle est beaucoup plus dépendante de Jaren Jackson Jr. Ouais, ouais, assez clairement. Enfin, c'est lui, on va dire, qui magnifie la défense. Et ce qui est intéressant, c'est même comment dire, dans un peu ce qu'on espérait, mais dans la protection de Zakidi, moi je trouve que c'est assez réel, quoi. C'est assez réel que Jaren Jackson Jr., en fait, protège presque à lui tout seul, j'ai envie de dire, Zakidi. Parce que bah, défensivement, c'est vrai que sur les premiers matchs, moi ce qui me faisait peur, c'est que en fait on essayait de. C'était presque une zone, dans le sens où on faisait beaucoup de pré-switch, ou alors Zakidi il jouait du deep drop, dans le sens où il sortait même pas de la raquette. Il sortait même pas de la raquette et du coup Memphis avait un peu ce problème de bah souvent on attaquait du coup Ja Morant et Zakidi et bah c'est vrai que Ja Morant même malgré tout ça reste un défenseur qui est pas le meilleur navigateur d'écran du monde et même souvent quand on pouvait potentiellement voir plutôt Marcus Smart et ben t'as un tel espace sur le short mi-distance que Mm. souvent ça cassait un peu la défense. Ouais. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec le retour de Jaren Jackson Jr., c'est, et je pense qu'il y a un peu cette réflexion à avoir, dans le sens où il est tellement bon en protection de cercle secondaire et il peut vraiment couvrir du terrain assez rapidement, enfin, on va peut-être pas présenter Jaren Jackson Jr., que ça permet aussi d'avoir Idi qui est légèrement plus haut, je trouve, En de 1 ou 2 mètres. un petit peu, genre, ce serait, en gros, hein, pour visualiser un peu, ce serait genre l'inverse de ce qu'ont fait les Bucks avec Lopez en deep drop. Parce que moi, c'est comme ça que j'imaginais la défense la défense de Memphis. J'imaginais comme ça, moi, théoriquement, entre guillemets, avant que la saison commence. Zakidi en deep drop comme Brook Lopez et Jaren Jackson Jr. plus en safety un peu au plus haut du coup qui gêne un peu plus et les lignes de drive et qui colmate un peu la défense avant de laisser entre guillemets Lopez faire le travail, enfin du coup Zakidi faire le travail au cercle. Là tu dis que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Zakidi qui est un peu plus haut sur le terrain et Jaren Jackson qui est un peu plus proche du cercle. Alors, pas tout à fait. Mais en fait, c'est juste qu'il est passé de, j'ai envie de dire, de deep drop à deep drop, tu vois. Ok, On l'a un peu remonté, et ce qui lui permet, en fait, de, je trouve, être moins friable sur la d'accord, zone intermédiaire. ok. Mais ça reste, oui, il reste très proche du cercle, quoi. Mais je trouve ça intéressant parce que, bah, par exemple, le match contre les Lakers, et ben, alors, ça en dit peut-être aussi ça en dit peut-être long sur les Lakers, Aïe aïe aïe. mais LeBron, il y a même eu des séquences où, bah, en fait, il arrive à provoquer le late switch de Iggy, c'est-à-dire que il prend l'écran, Hmm. il pousse l'écran entre guillemets le plus loin possible pour forcer le switch de Iggy sur lui, Ouais. et après, en fait, il n'arrive pas forcément à le drive. Aïe aïe Que aïe. ce soit sur le switch, il n'arrive pas forcément à le drive, et C'est même sur le pick fini. and roll. Ouais, sur le pick Il and va roll, j'ai une falloir y aller, séquence en monsieur. tête. Oh le hater, oh le hater, il peut pas se retenir quoi. Non mais Oups. même sur le pick and roll un peu classique, j'ai deux trois séquences un peu de suite où en fait il attaque le pick and roll et Iggy va être en drop mais du coup un peu moins profondément et il va réussir à le contester suffisamment pour protéger son cercle. Et en deuxième lame derrière, on a soit Santi Aldama, je crois qu'il y a une fois c'est Santi Aldama et une fois c'est Jaren Jackson Jr. Qui vient depuis la baseline, donc vraiment en low man. Et du coup, je trouve ça intéressant le fait que en fait ton protecteur de cercle, bon, ce soit Idi, mais ce ne soit Hmm. plus que Idi et que du coup tu puisses un peu le remonter sur le pick and roll, là où c'est là où il est peut-être un peu, enfin comment dire, ça expose moins ta défense quoi, ça expose moins ta défense. Ok, ouais, donc il y a quand même une
complémentarité entre les deux joueurs. C'est pas genre soit l'un, soit l'autre sur le terrain. Il y a aussi une possibilité un petit peu de bien les faire jouer ensemble, entre guillemets. Ouais, 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 ouais. Ok. Et après, je sais pas, j'ai pas d'avis définitif, mais c'est vrai que la défense, je la trouve assez, justement, dans le sens disruptive, dans le sens, dans les line-up où il y a moins ID, parce que tu peux être beaucoup plus proactif Ah et bah oui. avoir des joueurs qui couvrent beaucoup d'espace. Et les line-up Ouais, ouais. avec Jay Huff, Jaren Jackson Jr., Euh, Santi Aldama, ouais. euh, Jalen Wells et Ja Morant, par exemple, Ok. c'est moi, ouais, ces line-up, je les adore. Je les adore parce que bah, Jay Huff, on peut en parler un peu, mais il a déjà le pick and pop Vas-y, vas-y, vas-y. qui est intéressant. Je trouve qu'il a un passing qui est pas inintéressant. Il joue des blind pigs aussi avec lui, justement. Donc il a ce truc. Et défensivement, je trouve il a ce volume défensif. Il est un peu sous-dimensionné. Il est un peu fin, pas très épais, pas très imposant. Mais Hmm. il a un volume assez impressionnant. Et il a un super second saut aussi. Et ça lui permet d'être assez actif en fait, bah, plus sur des schémas en edge, plus agressif sur le porteur, qui vont créer de la transition. Et ouais, du coup, c'est line-up où il y a beaucoup de joueurs qui créent que ce soit des contres ou des interceptions, ou même qui créent juste un mauvais tir et qui derrière, dès qu'il y a le rebond, que ce soit pas forcément Ja Morant, mais que ce soit n'importe qui remonte le ballon directement, ça colle parfaitement au style de jeu, quoi. Et ça contraste vachement avec Idi, et je trouve ça, Ouais. au final, je trouve que, en fait, moi je trouve que le plus t'as de cartes dans tes mains, le plus dangereux tu es, quoi, entre guillemets. Oui, puis le plus, tu peux t'adapter aussi. Parce que du coup, sur le terrain, tu peux toujours mettre que 5 joueurs. Mais si tu as une grosse variété, tu peux mettre les 5 bons joueurs au bon moment. Et c'est vrai que c'est là où tu peux un peu aussi peut-être commencer à te projeter en playoff et dire que défensivement, tu as l'air d'avoir une équipe qui est équipée pour différents types de match-up. Ce qui était peut-être pas toujours le cas avant. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, défensivement, j'ai l'impression qu'ils sont quand même aussi pas mal aidés par la variance entre guillemets parce que c'est une équipe qui laisse quand même beaucoup de tirs au cercle et beaucoup de tirs à 3 points, en particulier dans les corners aux adversaires. Donc pour l'instant, ils prennent un peu le pari de laisser les corners ouverts. Ouais, Peut-être c'est clairement. parce qu'ils ont aussi joué un petit peu contre des équipes mauvaises, hein. Parce que tu vois, ils encaissent que 30% de réussite dans les corners alors qu'ils laissent 35%, 34% de fréquence dans les corners. Donc en gros, c'est l'équipe qui reçoit le plus de tirs dans les corners et l'efficacité dans les corners de leur adversaire est très bas. Donc un peu ce truc-là ils ont peut-être aussi un peu joué ce jeu-là de laisser certaines zones ouvertes pour justement prendre un peu de se faire un petit peu plaisir entre guillemets contre des adversaires plus mauvais avec un peu moins de talent. Faudra voir comment ça tient au fur et à mesure de l'année. Mais du coup, je suis un peu hâte de les voir dans des matchs un peu plus compétitifs entre guillemets. Il y a eu seulement, je pense, il y a eu quoi? Il y a eu le match des Lakers et le match des Bucks qui ont été impressionnants, mais sinon ça a été quand même ouais plutôt contre des équipes de seconde zone entre guillemets. Ouais, 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 bah il y a c'est ça. Celui contre les Lakers, il n'y a pas AD, mais Hmm. ouais, la première mi-temps, je crois, enfin les trois premiers cartons sont assez impressionnants. Après, il y a la blessure de Ja Morant. Et ouais, bah après, contre Milwaukee, ouais, je sais pas si du coup on doit être impressionné ou pas. Non, mais quand même, genre, Et non, celui contre Orlando, le match contre oui. Orlando est vraiment pour le coup extrêmement impressionnant des deux côtés du terrain. Ouais, Ok, ouais, ouais, il y a parce qu'ils ont fracturé une défense qui, quand même, historiquement, est vraiment très très bonne, quoi. ouais, exactement, ouais, Ok, exactement. ok. Bon, du coup, on a fait un peu le tour de la défense, on a un peu fait le tour de l'attaque. Est-ce que tu veux un peu te lancer sur, pas un pronostic, mais un petit peu sur où est-ce que tu vois cette équipe aller, et un petit peu c'est quoi que tu ambitionnes pour eux, ou tu veux garder ça pour un autre épisode? Non, 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 bah on peut y aller sur la partie Ambition? fun, la partie Vas-y. fun. Allez, vas-y. Euh, En fait, moi une question que je me pose, c'est t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, presque 13 joueurs de rotation. Tu vois? T'as 13 joueurs de rotation et est-ce que tu pourrais pas en sacrifier
2 ou 3, sachant que Memphis a encore, je crois, quelques Ouais. pics de draft, pour Mhm. quelque part chercher peut-être un Michael joueur un peu Bridges. supérieur, quoi. Michael Bridges, par exemple. Bah non, pas Michael Bridges, il leur faut un profil défensif aussi, quoi. Il leur faut un profil qui sait défendre, qui sait naviguer les écrans. Super. Après, est-ce qu'ils peuvent pas... Non, ils ont pas assez d'assets pour aller chercher Yanis. Bon, quand tu me diras en Non, même temps, Yanis et Jaren Jackson Jr., c'est peut-être un peu... tu sais qui serait cool? Trey Euh... Murphy. Putain. Oh, oh là là là. Oh, mais là, je déménage, hein. Tu vas dans le TDC? Bon, oui, de toute façon, j'ai que ça à foutre. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Si Trey Murphy, il est envoyé à Memphis, je signe aujourd'hui, maintenant. Je vais voir Memphis jouer. Je vais voir Memphis jouer dans le Tennessee. Je m'en fous comment je me démerde, mais on y va, on va voir Trey Murphy jouer avec Marcus Smart. Ça serait, oh là là, la dinguerie. Sauf si Marcus Smart est dans le paquet, mais bon. Sauf si Marcus Smart est dans le paquet. Genre, il est Après, dans le trade, tu ouais, vois. ouais, mais oh non, faut déjà qu'il fait que de se blesser. On va pas l'envoyer chez les Pelicans là avec Ah, et j'avoue, là, leur il va stade mourir. monté sur un cimetière là. Catastrophe quoi. Il verra plus le jour. Il verra plus le jour. Non, mais Et ouais, et du coup, bon, ça, c'est de la science-fiction. Mais, ouais, enfin, ouais, moi, je mais trouve ça se que tient. t'as quand même une attaque qui est de très haut niveau. Mhm. Enfin, de haut niveau, on va dire, qui est particulière, hein, mais qui est de Ouais, haut niveau et avec une marge de progression avec le retour de Bane, surtout, et de Ja. Et une défense qui est assez polyvalente et qui est assez qui peut s'adapter finalement. Donc bah moi je les vois en fait si tu me demandes un prono, je les vois faire une grosse régulière honnêtement. ouais, une grosse régulière et après potentiellement, si, en tout cas déjà le truc de la régulière c'est s'il y a pas de blessure. Mais bon, disons qu'on part du principe qu'il y aura pas de blessure, ouais, il y a des moyens de faire une bonne régulière. J'ai toujours un peu des doutes sur les playoffs et l'attaque, en fait. J'ai beaucoup moins de doutes sur la Spacing. défense. Ouais. Hmm. Spacing et qu'est-ce que tu perds en défense si t'as plus spacing, quoi. Mais moi je Mais, trouve que mais c'est peut-être intéressant plus quand même. équilibré qu'avant, quand même. Moi, je la trouve plus Ouais. équilibrée qu'avant, plus équilibrée, avec plus de variété et un petit peu de possibilité de s'adapter. Ouais. Il y avait un peu ce truc-là de, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que Adams, ils l'ont pas seulement remplacé par un autre gros pivot. J'ai l'impression que les ailiers qui peuvent jouer, ou même un JF, potentiellement, tu vois, ou les Santi Aldama et tout, il y a un truc un peu de, on peut remplacer la taille par autre chose, une autre manière pour protéger un peu Jaren Jackson. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même Hmm. plus de variété et de possibilités de s'adapter qu'il y avait avant. Faudra juste pas tomber sur la mauvaise match-up au premier tour. Mais pour moi, c'est une équipe qui peut être top 4 à l'ouest et qui peut du coup qui peut passer un tour. Je dirais pas deux. Tu vois, Ah bon. je les vois pas meilleurs que Denver, Dallas. Ouais, même tu vois, je me dis dans un contexte de playoff, même Phoenix et tout. Moi, je pense qu'ils passent un tour. Allez, le pari, on fait le pari au bout de 10 jours, on est vraiment des belus. Mais moi, je parie que ça passe un tour de playoff, mais ça en passe pas deux. Voilà. Ok. Ok. Moi je pense que ça peut en passer deux. Oui, mais est-ce que Parce que ça va en passer deux? C'est là, moi, je pense. Moi, il faut que tu paries, là, parce que moi, je tiens les comptes après, parce que du coup, sinon, après, on n'est pas payé par la Fédé et tout, donc, faut que tu me dises. sur quoi je parie non, bah. Ok, non, je vais parier que sur un tour. Je vais parier sur Voilà. une demi de conf. Voilà. Ça me Une dit, ah demi de nana, conf. tu fais qu'un Ah tour, non, et ça se puis dégonfle. Clairement, après, ça se dégonfle, ça fait un peu la trompette, quoi. Bon, super. franchement, je déçois toute l'audience là, Toute qui l'audience. attendait. Ouais. Exactement, les deux fans des Non, Grizzlies mais qui sont arrivés jusqu'au bout de l'épisode. quand même, ce que je trouve cool et qu'ils n'avaient pas il y a 2 ans, pour moi, ça a un nom, mais c'est Santi Aldama. Ouais. Enfin, il l'avait il y a 2 ans, mais c'était pas le joueur que c'est aujourd'hui. Et pour moi, les Mm. line-up avec Jaren Jackson Jr. et Santi Aldama, je pense qu'elles sont assez bonnes défensivement. Et tu débloques un peu le truc du spacing, quoi.
Donc, et encore, si ça se trouve, il y aura Jay Huff aussi Ouais, qui, puis smart hein, qui pour va. pour le spacing. Ah. Mais tu sais, est-ce que tu sais à combien de blocs. On parlait en off du steal percentage de Dyson Daniels qui est à 4,4. Mm. Est-ce que tu sais à combien il est le bloc percentage de Jay Huff au bout de 11 matchs? C'est un intérieur, mais attends, je sais pas, genre 3,5. 5,5. Enculé. Merde, ouf. Désolé, faudra couper. Et voilà, on Faudra- sera pas payé par la Fédé. Oh putain, les boules. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Mais 5,5, ok, ouais, c'est le niveau de Jaren 5,5. Jackson Jr. Et 50% à 3 points. Le rêve, en fait. C'est ça le Triendy moderne. Hein. Bah ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, il a un peu de passing, je trouve. Et en Oh plus, il là a un là. peu de passing. Bah parfait. Le joueur de rêve au final. Exactement, exactement. Je sais pas combien il va prendre en contrat. Je crois ils lui ont donné un contrat garanti pour le reste de la saison, je crois. Ouais, en gros, il finit la saison et après, ils verront l'été prochain, je pense. C'est pas mal, en vrai, tu te laisses de voir là en configuration de playoff comment ça tient. C'est pas bête. Ouais. Ben ouais. Il me fait, ouais, bon. Un peu sorti de nulle part comme ça, tu vois, l'histoire un peu à la. Ouais, Je c'est sais pas cool, si tu en vois vrai. de qui je veux parler, mais un joueur qui était un peu comme ça, sorti de nulle part à 25 ans et qui a signé dans une équipe de playoff, qui a signé un petit contrat, qui a été sous-payé pendant 2 ans et puis qui est parti cet été, qui est bon défensivement et offensivement. Ça va, Loulou, tu t'en sors un peu là? Tu t'es toujours pas passé à autre chose? Non, non, Non? non, non. Je peux Non. comprendre. Ouais, en même temps, quand tu vois la défense intérieure des Knicks, Ouais. Voilà, Bah ouais. voilà. Et si vous voulez aller voir un petit peu une vidéo sur la défense des Knicks et Karl Anthony Towns et que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode, il faut aller sur YouTube, la chaîne YouTube du Dreamcast Show. Il y a une vidéo sur les Knicks qui date de hier, du coup, quand vous écouterez le podcast, de il y a 2 jours, normalement. Exactement. Exactement. Sur un titre que je t'ai honteusement volé, c'est ça? Ouais, mais moi, je te prête tout, hein. Tu sais, tout ce qui est à toi est à moi. Ah bah oui, on est dans le communisme, on a dit aujourd'hui. On est dans le communisme. En vrai, en même temps, quand on n'a rien, c'est plus facile d'être communiste vu qu'on n'a pas grand-chose à s'échanger. Et enfin bref. Alors, tout ça pour dire que on a fait un beau petit tour, je trouve, d'horizon Ouais, ouais. de cette équipe. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube ou à venir nous demander directement sur l'outil Twitter. Baptiste, je te souhaite une belle journée. Je pense qu'on refera peut-être un petit épisode du même style, peut-être sur les Inversé. Cavs. Ouais, où cette fois c'est moi qui arrête de juste dire oui oui et de poser des questions. Mais voilà, en tout cas, trop cool. Moi j'étais content d'un peu plus découvrir cette équipe à travers cet épisode aussi. Du peu que j'en avais vu, c'était un peu l'idée que je m'en faisais, mais c'est cool d'avoir un peu plus de détails sur ça. Donc on se retrouvera une prochaine fois, soit pour un podcast peut-être statistique, soit pour un podcast sur une autre équipe. Et en attendant, comme d'habitude, des vidéos qui sortent assez régulièrement sur la chaîne YouTube. Est-ce que j'ai tout dit? T'as été très bon, t'as été parfait. Très bien. Et dernière chose, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez aussi aller sur le Basket Lab. On est toutes les semaines dans l'hebdo. Et la semaine où on n'y est pas, c'est FD qui est à notre place. Et c'est pas terrible, mais franchement, c'est pas mal quand même FD. Donc voilà. Ouais. Force à Guy. Heureusement qu'il est fan des Knicks, quoi. Heureusement qu'il est fan des Knicks. Et du coup, bah voilà, force à FD, force à Guillaume. Et puis voilà. Donc, vie à tous les podcasts basketball de France. On finit là-dessus. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Allez, ciao, ciao.